Bonjour à toutes et bienvenue dans Love and Legacy, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Camille Marissen, qui est une experte du Human Design. Bienvenue Camille. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente que tu sois là parce qu'on a plein de points en commun, toi et moi. Alors déjà, on s'appelle toutes les deux Camille, mais aussi on est originaire d'Aix-en-Provence, ce qui est pas commun d'être sur un chemin de vie comme le nôtre et en même temps d'être à Aix. Et à chaque fois que j'ai vu d'où tu venais, je me suis dit, mais c'est fou, comment ça se fait que j'ai jamais rencontré cette femme avant, moi qui me suis sentie tellement isolée dans ma ville natale. Et puis, on a Ibiza en commun. Toi, tu as une connexion avec ta famille, je crois, à Ibiza, et moi, une connexion d'âme. Donc, dans les deux cas, on se rejoint très fort aussi. Et je crois que le Human Design aussi est connecté à Ibiza, n'est-ce pas? Le Human Design a été découvert à Ibiza, donc il y a 35 ans, 36 ans maintenant, par un monsieur qui s'appelait Alan Krakauer, qui s'est fait renommer Ra Uru par la voix en fait qu'il a canalisée à Ibiza. Voilà. Incroyable. Et je sais que j'ai des frissons, tu vois, quand tu parles de ça, parce que je sais que moi, j'ai été appelée par Ibiza comme une terre initiatrice. Et il n'y a pas de hasard non plus que toi et moi, on soit toutes les deux des projecteurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder les quatre types rapidement, mais on va surtout se plonger sur ce que c'est d'incarner un projecteur et comment pour toi ça a été révélateur dans ton incarnation et comment aujourd'hui ça inspire l'entrepreneuse que tu es. Alors déjà, juste pour resituer un petit peu le Human Design, pour le remettre dans son contexte pour ceux qui ne connaissent pas, le Human Design, vous savez, pour ceux qui connaissent l'astrologie, on édite un thème astral en astrologie à partir des données de naissance. Et là, eh bien là, avec le Human Design, on fait pareil, sauf qu'on a un schéma corporel qui définit, donc il y a plusieurs couches en Human Design. Donc on va voir rapidement les 4 premiers types, qui est vraiment la plus grosse structure. Voilà, donc le Human Design se divise en fait, l'humanité, on va dire, se divise en 4 grands groupes. Donc le projecteur, donc Camille et moi, on est projecteurs. Il y a le générateur, qui eux sont une majorité de gens sur cette planète. Et puis on a aussi le manifesteur et le réflecteur. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui nous met dans des cases, c'est vraiment quelque chose, c'est une case dans laquelle on va pouvoir aller creuser en profondeur. Et c'est ça que j'adore moi avec le Human Design, parce que ça donne c'est tellement un système qui est à la fois simple et complexe. Donc on peut s'arrêter, si vous voulez, à la première couche, qui est notre type, et ça peut amener de grandes transformations dans notre vie. Mais aussi, on peut aller vraiment creuser en profondeur et là découvrir des choses qui sont vraiment incroyables, quoi. En tout cas, quand on est dans cette quête de développement personnel, de transformation, etc. Donc c'est pour ça que ça Donc parle c'est pour ça que ça parle. à beaucoup, beaucoup de monde. Qu'on soit initié ou pas du tout, qu'on soit vraiment débutant, c'est vraiment quelque chose qui parle de manière spontanée, parce que ça nous renvoie aussi à certaines expériences vécues, à ce qu'on a à l'intérieur en fait, et qu'on s'autorisait pas finalement à vivre et à incarner. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que tu nous parles de toi, comment tu travailles avec le Human Design. Je crois que tu organises des retraites et tu fais aussi des sessions individuelles. Comment ça fonctionne? Alors moi, je suis certifiée analyste et guide. Donc guide, c'est formateur à l'école officielle du design humain, qui a été fondée par le fondateur il y a quelques années avant qu'il décède. Donc je suis analyste, donc c'est des séances en individuel où là on va vraiment analyser votre schéma corporel, on va vraiment rentrer dans les détails en ce qui vous concerne, et on a aussi toute la partie formation où là on apprend sur nous-mêmes, mais aussi des autres types de notre entourage, parce que c'est bien beau de savoir qui on est. On est sur une planète avec 7 milliards d'individus et il faut savoir comment aussi interagir avec les autres pour pouvoir cultiver nos opportunités, parce que c'est la relation finalement, ce sont les interactions, ce sont les gens qui nous entourent, qui nous drivent, qui nous permettent d'obtenir ces opportunités qui vont nous faire grandir.
Voilà, donc la formation, c'est vraiment nous, mais aussi l'autre, pour savoir comment je vais m'intégrer à ce collectif. Et ensuite, donc ces formations-là, je les enseigne dans des retraites en présentiel. Donc ça, c'est ce qui va se passer, par exemple, au mois de mai, sur 4 jours. Donc c'est différents modules. Là, c'est pour un groupe de débutants, donc ce sera le premier module. Et en fait, on a 3 modules comme ça. C'est passionnant comme tu utilises le human design pour la vie personnelle, mais je sens que ça peut être vraiment aussi au service de l'entrepreneuse ou la créatrice, parce que tu peux utiliser, on va plonger dans le projecteur aujourd'hui, mais on peut utiliser plein d'infos en fait pour se réaliser pleinement. Peut-être que ça précise notre rapport à nos clients, nos rapports aux prestataires, aux gens avec qui on Exactement. travaille. Mm. C'est super important et j'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup d'accompagnants qui se forment avec moi pour avoir cette vision. Parce que le human design, c'est pas une philosophie. C'est pas une façon de voir les choses qui est différente de chacun. Non, le human design, c'est une science, c'est concret. Que vous croyez en lui ou non, c'est là. C'est en fait, ça définit la qualité de votre aura. Donc que vous en ayez conscience ou pas, finalement, ça change rien. Donc, vaut mieux utiliser le human design pour voir la personne que vous avez, vos coachés, les personnes que vous accompagnez, euh, pour vraiment ne pas fausser en fait cet accompagnement, pour les voir tels qu'ils sont et voir ce qu'ils ont vraiment besoin et pas les pousser à être ce qu'ils ne sont pas finalement. Mais ce que je trouve très beau dans ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on se connaît bien avec le human design, je pense qu'on peut être des artistes, des accompagnants fantastiques parce qu'on connaît nos plus grandes forces, mais que ça peut aussi aller à l'encontre quand on se connaît pas si bien. Justement, ça répond à cet adage qu'on connaît, connais-toi toi-même. En fait, quand on se connaît pas, ben, on est un peu à tâtons. C'est ça. Et en fait, parce qu'on est dans une société malheureusement qui se concentre sur la lacune au lieu de valoriser nos potentiels. Le human design, c'est une charte, voilà, c'est très graphique et on peut voir à l'intérieur de ça qu'on est des êtres très limités. Voilà, on voit nos potentiels. C'est pas comme dans le monde un peu spirituel, on dit qu'on est des êtres illimités, qu'on peut faire ce qu'on veut dans notre vie. Non, en fait. C'est là où on se heurte en fait à des résistances parce qu'on essaye d'être ce qu'on n'est pas. Parce qu'on nous a appris à toujours développer là où on n'est pas bon dans la vie, à l'école, etc. Il faut vraiment bosser sur tes lacunes, etc. Alors que le human design, non, c'est pas ça, c'est l'inverse. On va vraiment se concentrer, déjà on va identifier le potentiel de la personne pour vraiment se concentrer et qu'elle se refocalise sur ce qu'elle peut offrir au monde. Et là, elle se sent vraiment puissante, la personne. Elle se sent vraiment utile et elle peut vraiment se réaliser à l'intérieur de ces potentiels-là. Et tu sais que rendre les femmes puissantes et utiles, c'est ma spécialité, donc c'est C'est pour ça centré. que je voulais vraiment t'accompagner, enfin euh, t'accueillir, pas t'accompagner ici, et écouter ton expertise qui est très pointilleuse et très bénéfique, je pense, pour notre communauté. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir, par exemple, le projecteur, comment il fonctionne au niveau de l'énergie, du repos? Parce que moi, je sais que c'est un gros sujet, par exemple, chez moi. Alors, c'est le sujet, je pense, de tous les projecteurs, le niveau d'énergie. Parce que on est dans un monde qui est composé à 70% de générateurs. C'est leur monde, c'est le monde des générateurs. Et c'est un monde qui est proactif, qui est super productif, qui est pas forcément efficace. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie qui, en général, est perdue, gaspillée. Et c'est là que le projecteur rentre, est efficace, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas accès à cette énergie permanente du générateur a une énergie constante, en fait, H24. À partir du moment où il fait ce qu'il aime, il peut vraiment avoir une énergie toute la journée, enfin, le lendemain, c'est pareil, etc. Il se régénère, en fait, par le plaisir de faire. Il est là pour faire. Et à partir par ses activités, pardon, il apprend à se connaître comme ça. C'est vraiment le générateur, pour qu'il soit pleinement épanoui, il faut vraiment qu'il ait le bon métier, la bonne activité dans sa vie. Mais ce sont des gens en général qui sont un peu immatures, parce que c'est comme ils ont beaucoup d'énergie, vous savez, comme les enfants,
ils ont beaucoup d'énergie, mais ils s'éparpillent un petit peu. Donc, le projecteur, lui, il est là pour focaliser cette énergie-là, pour l'optimiser et en fait pour le guider dans son processus. Le projecteur, il a une aura qui est en fait focalisée sur le générateur et le projecteur voit le générateur mieux que ce que le générateur se perçoit lui-même. Étant donné que le projecteur n'a pas cette énergie, n'a pas accès à l'énergie du générateur, il sait à quel point cette énergie est précieuse. Et le projecteur sait à quel point il ne faut pas que l'énergie soit gaspillée. Et donc, C'est du coup, tellement fascinant. il est vraiment plus à même de guider le générateur pour faire en sorte que le générateur soit pleinement satisfait de son activité, de là où il va investir son énergie. Mais il ne le sait pas lui-même. Il a besoin de quelqu'un d'extérieur qui lui dise, qui lui fasse révéler, qui lui fasse prendre conscience en fait de ces choses-là. Oui, c'est fascinant de voir le relationnel entre les types et de voir comment on se complète. Et en même temps, moi, je pense à tous les manifesteurs qui sont pas réalisés, qui savent pas vraiment eux-mêmes qui sont générateurs et qui sont un peu perdus parce ils sont pas allés au bout et au max de leur design. Ça me fait un peu de la peine pour eux d'ailleurs. Et en même temps, un projecteur qui a essayé à fond d'être ce qu'il est pas et de se tromper de voix. Même si on se trompe pas, il n'y a pas d'échec, mais c'est un apprentissage qui est tellement violent, alors que si on connaissait comment ça fonctionne, ben on arrêterait de forcer des portes enfoncées. C'est ça. Alors moi, il faut savoir que j'ai été cavalière d'entraînement de chevaux de compétition pendant 10 ans. Donc autant te dire que j'étais pas du tout à ma place. Enfin, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais les animaux, les chevaux, etc. J'aime beaucoup la compétition aussi, je suis très compétitive. Mais je faisais 6 ou 7 heures de cheval par jour. J'étais sur les routes parce qu'après, il fallait les accompagner sur les hippodromes, etc. Je travaillais parfois 15 jours d'affilée, j'avais pas un seul jour de repos. Et si tu veux, je me demandais en fait pourquoi les autres y arrivaient et pas moi. J'étais très douée dans ce que je faisais. Les projecteurs sont géniaux parce qu'ils peuvent vraiment tout faire, mais pas de manière permanente. Parce qu'ils ont cette capacité à amplifier cette énergie puisqu'ils la soutirent en quelque sorte du générateur, donc du monde dans lequel ils vivent. Surtout quand ils sont en groupe, comme moi, quand j'étais dans cette écurie avec 15 salariés. Mais au bout d'un moment, c'est pas leur carburant, si tu veux. Donc au bout d'un moment, il y a un burn-out et puis c'est fini, quoi. Je suis tombée dans une dépression incroyable pendant des années parce que déjà, je savais pas quoi faire de ma vie. Je me disais, bon, je me suis trompée. Et je me suis trompée un paquet de fois, mais ça, c'était ma vraie première expérience. Et je me demandais, il y a cette comparaison qui est hyper toxique. Pourquoi moi, j'arrive pas à tenir la route, quoi? Et je me pensais malade. Et la plupart des projecteurs, 90% des projecteurs, pensent qu'ils sont malades. Ma mère, qui est projecteur aujourd'hui, elle a 63 ans. Toute sa vie, elle a fait des examens, elle s'est bourrée de médicaments parce que les médecins disaient, mais madame, c'est pas normal que vous ayez aussi peu d'énergie. Vous n'arrivez pas à travailler 35 heures par semaine. Elle a été sous Prozac, etc., parce qu'elle est tombée dans des dépressions folles. Et c'est incroyablement destructeur pour certaines personnes qui, parce qu'elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas leur fonctionnement, eh bien, elles tombent, pour le coup, vraiment malades à la fin de leur vie, quoi. C'est hyper intéressant d'entendre comme le côté destructeur de pas se connaître en human design et de voir aussi le côté transformateur de se connaître. Par exemple, moi je suis projecteur et j'ai toujours touché à tout. Et je l'ai jamais vu comme un échec de tourner la page sur une partie de ma vie où j'ai été actrice, j'ai été nounou, j'ai été manager. Et aujourd'hui, je sais que j'ai construit un business qui me permet de me reposer. Je bosse à fond le lundi, mardi, par exemple. Le mercredi, je travaille pas. Le jeudi, je travaille à fond. Le vendredi, je travaille pas. Et d'avoir instauré un rythme qui répond ce que j'appelle à mon féminin. Mais en fait, je réalise que mon féminin, c'est mon projecteur, tu vois. C'est ça, c'est très yin, le projecteur. C'est très slow. En fait, le projecteur recherche plus une qualité de vie. Il n'est pas là à s'acharner au travail,
Alors que le générateur est conçu pour ça finalement, donc il faut pas non plus l'arrêter, essayer en étant projecteur, de lui dire non mais ralentis, repose-toi aujourd'hui. Non, en fait, il est là pour faire, donc il faut valoriser ça, mais qu'il investisse juste son énergie au bon endroit. Et en fait, il y a cette relation qui est très très particulière entre le projecteur et le générateur. Le générateur a une aura qui est très grande, très ouverte, et le projecteur a une aura très focalisée. Et donc du coup, c'est vraiment un duo qui peut être très efficace quand l'un et l'autre se reconnaissent. Le projecteur, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'emmener le générateur à sa satisfaction, et en retour, le projecteur ressent ce succès, cet épanouissement dans la vie, parce qu'il est là pour l'autre, le projecteur. Donc, est-ce que ça donnerait dans une relation amoureuse où le projecteur devient un peu le coach ou le sauveur du générateur? Alors, c'est beaucoup ça qu'on entend des projecteurs dans les couples. Par exemple, quand on dit, il y a beaucoup de générateurs qui disent non, mais elle était trop psy, elle me saoulait, etc. Moi, plein de fois dans ma vie, parce qu'on est conçu pour ça en même temps, mais on n'est pas reconnu par tout le monde. C'est ça le dilemme. Et donc, c'est hyper important, du coup, de s'entourer des bonnes personnes. Le projecteur, il a vraiment la relation qui doit être au centre de sa vie. Parce que sans les bonnes personnes, il ne peut pas avancer. Et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on dit des projecteurs, je crois, c'est qu'ils attendent l'invitation. C'est ça. Donc, on en vient à la stratégie, donc ce qu'on appelle des stratégies. Chaque type a une stratégie particulière. Et vraiment, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Le projecteur, il voit beaucoup de choses avec son aura qui est hyper focalisée et absorbante, mais il n'est pas là pour tout le monde. Et il a beaucoup de conseils à donner, mais la plupart des projecteurs se heurtent à des murs parce qu'ils essayent de forcer, en fait. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc, c'est comme vous avez un médecin avec un scalpel, il va forcer son patient à se faire opérer, alors que non, le patient, je t'ai rien demandé, quoi. Ben, c'est pareil pour le projecteur. Son aura, c'est comme un scalpel. La personne en face, elle est à nu. On rentre pas chez quelqu'un sans taper à la porte. Donc, c'est extrêmement difficile pour le projecteur dans ce sens-là de rester avec des personnes qui ne le voient pas. Et c'est dur dans ce sens-là, ça lui demande de couper des relations qui, peut-être c'est des gens gentils et tu as l'impression qu'ils nous apportent quelque chose, mais en fait c'est tout l'inverse. On essaye toujours de forcer pour avoir de la reconnaissance, d'essayer de changer les autres, et c'est ça le piège, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas emmener quelqu'un à nous reconnaître si c'est pas son chemin. Il y a donc mon ex-conjoint, c'était beaucoup ça. Je l'ai quitté alors que je l'aimais énormément. C'est quelqu'un qui ne me reconnaissait pas du tout. On s'entendait très bien, mais on n'avait pas du tout la même direction de vie. Et il avait des expériences à vivre. Je ne pouvais pas lui dire ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que ça va te porter préjudice. Il m'écoutait pas, si tu veux, parce qu'il était jeune et il avait un tas d'expériences à vivre avant d'arriver là où moi je voulais l'emmener. Je voulais lui faire gagner en années, je voulais qu'il soit beaucoup plus efficace dans sa vie, qu'il soit beaucoup plus satisfait de son activité, etc. Mais cette personne-là avait beaucoup de choses à vivre. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est que les projecteurs voient beaucoup de choses, mais la sagesse vraiment du projecteur, c'est d'attendre qu'on vous sollicite avant de donner votre avis. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. Même si tu es un générateur et que t'as pas l'aura d'un projecteur, si tu veux, mais on ne peut pas donner un avis sans être sollicité avant. Sinon, on n'est pas bien reçu. Et c'est beaucoup plus difficile pour un projecteur de se heurter à ce genre de résistance-là parce qu'il devient amer, on devient très amer, et puis on n'a pas l'énergie, comme on n'a pas l'énergie du générateur, on s'épuise, notre corps s'épuise et on n'a pas les ressources suffisantes pour avancer dans notre vie comme ça, avec les bonnes personnes. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une chose que j'ai vécue toute ma vie où j'ai rencontré des gens qui me disaient soit un grand oui et qui voulaient vraiment être avec moi à fond, que ce soit en amitié comme en amour, ou des gens c'était cash, c'était un grand non. Et ça m'a fait beaucoup travailler sur le rejet
parce que je me suis souvent sentie rejetée quand j'avais pas traversé mon éveil et moi-même guéri mes blessures. Mais quand j'ai fait la paix avec ça et que tu viens de me dire qu'en fait c'était normal, qu'il y ait des gens qui soient pas du tout OK avec mon énergie, et j'ai beaucoup fait la paix avec ça. Tu vois, moi j'ai accepté qu'il y a des gens, directement je peux te dire, ils supportent pas d'être avec moi. Et j'ai mon ex qui disait, ils supportent pas ta lumière. Mais en fait, quand tu parles de projecteur, bah tu parles un peu de ça, je pense. Ben, le projecteur, si tu veux, il est dans l'ombre lui-même et il éclaire l'autre. Mais pas tout le monde a envie d'être éclairé, d'être mis à nu. Ça, c'est vraiment ce que le projecteur doit accepter. C'est vraiment la sagesse principale qu'il doit développer à ce niveau-là. Parce que le projecteur a peur de pas avoir les bonnes invitations, tu vois, de pas avoir les bonnes relations, de pas rencontrer la bonne personne. Donc, il va se jeter sur la première personne en disant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, mais moi, je ferai pas. Il lui donne des conseils, mais en fait, on lui a rien demandé. Parce qu'il y a cette peur, en fait, sous-jacente de pas avoir l'invitation dans sa vie. Mais vraiment, et c'est le cas pour tous les types, hein, la patience, c'est le maître mot dans cette vie, en fait. Peu importe votre type, vous n'êtes pas là pour forcer les choses. Il y a une espèce de collaboration avec la vie et chaque type a sa manière de collaborer avec la vie. Et il y a un timing. Quand on étudie le human design et qu'on apprend vraiment à se connaître, on se rend compte que les choses se font. Elles se font d'elles-mêmes. Il y a juste en fait à travailler notre mental qui veut tout le temps prendre les commandes et prendre les décisions dans notre vie. Donc le human design aussi permet de savoir sur quelle partie de notre corps on peut s'appuyer pour prendre des décisions dans notre vie. Mais en tout cas, c'est pas le mental. Et le human design, ça sert aussi à ce que le mental lâche prise. Il a beaucoup de peur, le mental. Oui, mais tu vas pas avoir l'invitation si tu saisis pas l'opportunité, Camille. Enfin, on t'a toujours appris à saisir les opportunités. On t'a toujours appris à initier, à forcer les choses dans notre vie. Ben, on n'a rien sans rien. Ben si, en fait. Il faut juste apprendre à se détacher, à se relaxer. Et vraiment, on s'aperçoit avec... Donc maintenant, je suis dans ma 6e année d'expérimentation avec le Human Design. Et on s'aperçoit avec du recul que les choses, elles se font. Et que le plus gros travail, c'est d'apprendre à patienter. Peu importe votre type. Ah oui, c'est hyper intéressant quand tu parles de stratégie et d'autorités différentes. Est-ce que tu veux faire un rapide panorama des différentes autorités et stratégies? Alors, les stratégies, c'est lié à votre aura. Donc, en fait, c'est lié à votre type. Parce qu'un type, ça définit une qualité d'aura. OK? Et chaque qualité d'aura a une stratégie bien particulière. Donc, le projecteur, c'est attendre l'invitation. Le générateur, c'est répondre à la vie. Le réflecteur, c'est voilà, c'est d'attendre un cycle lunaire parce que lui, il est connecté à la Lune et aux astres. Et le manifesteur, c'est d'informer avant de prendre des initiatives. Donc ça, c'est les stratégies, les 4 stratégies. Après, vous avez 7 autorités intérieures différentes qui permettent de prendre des décisions. C'est-à-dire que la stratégie, ça permet de réduire la résistance. Ça permet de s'intégrer dans le collectif sans être heurté par les autres. Quand on a reçu une invitation, est-ce que cette invitation est bonne ou pas? Là, on s'en remet en fait à l'autorité intérieure. Il y en a 7 différentes et ça, c'est vraiment propre à chaque individu. Quand le générateur va répondre à quelque chose, à un stimuli de la vie, donc là, on s'aperçoit encore que c'est la vie qui va venir chercher le générateur. Ben, pour prendre cette décision de savoir s'il y va ou pas, il y a aussi une autorité intérieure derrière qui va vraiment définir la décision en fait à prendre. Donc la stratégie réduit la résistance. Et l'autorité intérieure, c'est vraiment pour prendre des décisions. Waouh, c'est tellement fascinant, je sens la complexité. Et plus on plonge dans les couches, et plus c'est intéressant. Parce qu'après, je crois qu'on parle de gift, comme on dit ça en français. C'est les portes, il me semble. Ah oui, non, mais là, Ah oui, non, mais là, c'est beaucoup plus poussé. On va pas parler des portes parce que alors là, on va pas s'en sortir. Mais il y a en fait les premières couches qui sont hyper importantes, c'est le type, la stratégie, du coup, qui sont liées. L'autorité intérieure,
Donc ça, c'est vraiment la base. Après, vous avez le profil. Donc toi, je crois que tu as un profil 6-3. Moi, je suis 3-5. Enfin, je sais plus combien il y en a, mais il y en a une dizaine. Après, il y a les canaux. Donc ça, c'est nos atouts, nos potentiels. Donc ça, c'est sur quoi on va se focaliser vraiment pour recentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et après, on a tout ce qui est centre ouvert, centre défini, etc. Enfin, c'est hyper complexe. Mais la base, c'est vraiment le type, la stratégie, l'autorité intérieure. C'est vraiment la première couche à aller investiguer quand on débute en human design. Ok. Donc on va peut-être regarder les types, le 6-3. Je trouve ça intéressant à regarder. Nous, on a un chiffre en commun aussi, je crois. On a le 3, ouais. Et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est pas un type, là, c'est le profil. Le type, c'est projecteur, générateur, manifesteur, réflecteur. Et le profil, il y a 1, 3, 2, 5. Enfin, voilà. Vous avez des chiffres, en fait, de 1 à 6. Et le profil, c'est un petit peu le costume que vous avez, que vous portez, en fait, dans cette vie. C'est un costume double pièce, si tu veux. Parce qu'il y a 2 chiffres. Et donc, nous, moi, je suis 3-5, si tu veux. Toi, t'es 6-3, ce que tu m'avais dit. Donc on a le 3 en commun, et le 3, c'est quoi? C'est des gens qui font énormément d'expérience, qui se heurtent beaucoup à la vie. On a l'impression que la vie leur rentre dedans, quelque chose comme ça. Ils ont besoin de défoncer 10 portes, si tu veux, avant de pouvoir récolter un résultat plus ou moins satisfaisant. Enfin, voilà, c'est des personnes, on les appelle les martyrs, parce que Ra était un peu cynique, il aimait bien... le fondateur était un peu cynique, il aimait bien rentrer dans le... Il était très dark, en fait. Mais le martyr, c'est vraiment l'expérimentateur, et c'est celui qui est là pour voir si ça fonctionne pas, les choses. C'est lui qui tisse ce qu'on appelle la Maya en Human Design, c'est le programme, tu vois. Et c'est des gens très matérialistes. C'est pour ça que je m'appelle Toucher Terre, d'ailleurs, parce que je ramène les gens à la matière. J'adore la matière. J'adore me confronter. J'aime pas les gens qui sont trop perchés, parce que ça, c'est des gens qui sont dans le mental. Tu vois, c'est beau la spiritualité, tout ça, mais l'ancrage, c'est notre corps, c'est ici. Tu vois, la vie, elle est ici. Il faut qu'elle se fasse ici. On n'a pas besoin de savoir on n'a pas besoin de se remplir la tête d'informations qui ne sont pas pertinentes. Donc c'est pour ça que mon compte, je m'appelle Toucher Terre, parce que j'ai cette relation à la matière, et pour moi, c'est hyper important d'être bien ancré et de pouvoir, oui, de se confronter. Je trouve qu'il y a de la beauté, en fait, derrière tout ça. Alors c'est mon profil. Voilà, quand on incarne un type, un profil, etc., il y a toujours de la beauté derrière. C'est vraiment, tu peux voir en fait une personne qui vraiment incarne son design, ou quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes, et du coup qui ne rayonne pas autant, tu vois. Et peu importe le type, le profil, il y a toujours cette beauté sous-jacente qui rayonne de la personne. Waouh, c'est magnifique ce que tu dis quand tu dis tu peux voir une personne qui incarne pleinement son design. Et moi, je sais que j'aurais adoré avoir ces outils plus tôt, parce qu'effectivement, moi, j'ai passé près de 15 ans en martyr, mais dans l'ombre de mon martyr, en fait. Ne pas savoir pourquoi la vie s'acharne et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et aujourd'hui, c'est devenu ma grande force. C'est ce que j'appelle dans les académies, les accompagnements, l'or noir. Parce que c'est ce qui vient alchimiser et donner une puissance. Et d'ailleurs, je crois que ça va avec mon autre chiffre, qui est le 6, du coup. Ouais, le 6, c'est le modèle. Mais le problème, c'est que le 6, avant 30 ans, c'est un 3. Donc, si tu veux, de 0 à 30 ans, tu as 3. Donc, c'est des parcours de vie qui sont assez difficiles quand même. Les 6-3, c'est assez... c'est c'est sportif, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai qu'après le 6-3, après 30 ans, donc je pense que tu as 34 ans maintenant, euh, de 30 à 50 ans, il est un peu plus reculé, il est un peu plus protégé, les choses se calment un petit peu plus pour lui. Bien qu'il y a toujours ton 3 hein, qui est là et qui sera là toute ta vie, hein, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu moins challengeant après 30 ans, où il y a vraiment cette phase de prise de recul, de détachement, de guérison. Ce sont des gens qui disent beaucoup, je vais guérir, je suis en train de me guérir, etc. Ça, c'est vraiment propre au 6. Parce qu'il a toute cette phase entre 30 et 50 ans où il va guérir de ses mauvaises expériences de 0 à 30 ans.
Ah, mais ça me parle tellement parce que mes 30 ans, c'était un des pires jours de ma vie. C'était un jour de rupture, un jour de perte de maison, de chaos intense. Et ces chaos-là, j'en ai fait aussi ma force. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue très artiste. Je pense que l'artiste est un être qui a souffert, en fait, tout simplement. Et qui a envie de raconter la vie différemment, de fantasmer ou de changer la réalité. Donc pour moi, ça me parle beaucoup. Et en même temps, je sens la responsabilité du leader dont tu parles, parce que c'est ce que je suis devenue malgré moi. Depuis le confinement, j'ai commencé à être à la tête de groupes de femmes, de communautés. J'avais pas vraiment choisi ça, mais je me suis retrouvée au centre. Et c'était hyper intéressant que ce soit du coup près de l'année de mes 30 ans. Et depuis, je fais que diffuser de plus en plus. Le nombre de personnes qui me suivent sont de plus en plus nombreux, mais c'est progressif, tu vois, c'est organique. Et ça me porte beaucoup. Mais depuis que j'ai compris que c'était mon design, mais alors la vie va dans mon sens aussi, tu vois. C'est un beau partage et merci d'appuyer sur ça parce que je pense qu'aussi si on est à côté de notre design, on peut vivre l'enfer, mais quand on est incarné dans notre design et on envie les personnes qui sont épanouies, qui sont sur scène, qui réussissent, c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs que vous, c'est simplement qu'ils se connaissent dans leur design. C'est ça. Et en même temps, quand tu es 3, enfin, tu as besoin de vivre un tas d'épreuves, un tas d'expériences, parce que le 3, il aime bien partager aussi. Il est là pour partager et raconter des histoires, ce qu'il a vécu, justement pour enrichir un petit peu l'expérience collective et faire en sorte que les autres ne passent pas par les mêmes épreuves. Si j'avais rencontré le design quand j'avais 15 ans, bon ben, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Enfin, il fallait que je rencontre toutes ces galères dans la première phase de ma vie, en tout cas. Euh, et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé peut-être 4 ou 5 fois de métier. À chaque fois, je me disais, je me suis trompée dans divers milieux professionnels. J'ai travaillé dans le salariat, j'ai été indépendante, etc. Et à chaque fois, j'avais ce truc de me dire, mince, je me suis trompée encore, merde, comment je vais faire et tout. Et les schémas se répètent. Et pareil, niveau relationnel, je suis tombée sur des gens très toxiques et je comprenais pas pourquoi, parce que je me disais, je suis quand même quelqu'un qui mérite, qui mérite d'avoir une vie une vie calme, une vie épanouissante, tout ça. Financièrement, j'ai traversé des périodes de grande, grande précarité. Euh, et jusqu'au jour où, en fait, les schémas se répétaient. Et puis, à un moment donné, donc, je suis dans le développement personnel déjà depuis 10 ou 15, ma fille a 12 ans. Ouais, depuis 12 ans. J'ai été quand même dans cette quête de comprendre les choses. Je voulais comprendre comment l'univers fonctionnait à travers tout ce que je vivais, si tu veux. J'observais les choses et je me disais, ok, alors lui, pourquoi il a réussi à ce moment-là avec telle personne, ok, pourquoi moi, je fais pareil, ça fonctionne pas. euh, je rencontre les mauvaises personnes, etc., etc. Euh, et donc, je voulais savoir comment la vie régissait parce que je savais qu'il y avait rien n'est dû au hasard, que la vie, l'univers a sa propre intelligence. Il fallait juste que je trouve les codes. J'ai toujours voulu hacker ma vie, tu vois, si tu veux. Et en fait, le human design, c'est ça. Et au bout d'un moment, quand j'ai vécu mon énième échec relationnel, un jour, je me suis levée, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Je veux comprendre et je veux qu'on me donne la clé manquante, quoi. Là, c'est bon, j'ai compris. Ça fait 3 fois que je vis le même truc. Et c'est là que le human design est arrivé dans ma vie. Vraiment. Et je suis pas allée chercher le human design, si tu veux. C'est vraiment le human design qui est venu à moi une première fois. On m'en a parlé. Ok, bon, ça, j'ai laissé ça de côté. Et puis le human design est revenu par le biais d'une story d'un compte que je regardais même pas d'habitude. Et là, j'ai eu un éclair de conscience, tu veux. J'ai vraiment été. Donc, je suis allée voir ce compte-là et il y avait énormément d'informations sur le projecteur. Donc, toujours, hein, c'est des petites clés qui font que, oh, pétard, en fait, j'ai une énergie fluctuante, je suis pas malade, je suis pas anormale, je suis juste projecteur. Enfin, voilà, plein de petites clés qui, du coup, m'ont amené à beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Euh, J'avais comme été touchée par la grâce, tu vois, tout d'un coup s'éclairer comme ça. Mais il y a quand même une différence entre la prise de conscience que nous emmènent les informations du Human Design et le fait de vraiment se réaligner à sa vie en expérimentant son design. C'est deux choses totalement différentes. Parce que les prises de conscience, c'est au niveau du mental.
c'est chouette, hein, ça nous éclaire beaucoup. Mais après, c'est comment intégrer ça de sorte que je me réaligne à ma trajectoire de vie, quoi. Et le human design, c'est ça, en fait. Ça nous éclaire sur le fait notre corps est un véhicule et qu'en fait, on a une trajectoire de vie et on se déplace dans l'espace à travers nos choix. Donc, à travers la prise de décision de notre autorité intérieure. À partir du moment où on respecte ces fonctionnements-là, on est sur la bonne trajectoire. Si on ne prend pas des décisions en tant que nous-mêmes, on va être perdu un petit peu dans l'espace, comme ça, à travers l'espace-temps, tu vois. Et donc, c'est ça, le human design, c'est vraiment... c'est simple et en même temps, c'est complexe d'intelligence. Et ça nous montre qu'on a juste à faire les bons choix pour avoir les bonnes relations, pour cultiver les bonnes opportunités, pour valoriser ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour avoir une vie qui soit adaptée à notre énergie. Tout se met en place naturellement sans qu'on ait à mentaliser les choses. Donc c'est bien parce que ça nous donne des prises de conscience, mais si on n'incarne pas, si moi tous mes clients, je leur dis si vous ne faites pas ce que je vous dis, enfin ce que votre design communique, c'est pas moi, moi je suis juste une traductrice, mais ça sert à rien parce que vous allez avoir ce fardeau. Vous allez avoir conscience de votre design sans pouvoir l'incarner. Et si vous faites, il y en a des gens qui, après une analyse, décident de pas changer grand-chose dans leur vie. Et du coup, ils ont ce fardeau supplémentaire. Et ça peut être à double tranchant, l'human design. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. On dit qu'il y a seulement 4% des gens qui vont avoir accès à cette connaissance et seulement 4% des 4% vont arriver à incarner leur design, à se déconditionner et à vivre leur design dans leur vie. Donc, c'est très élitiste, finalement. C'est pas donné à tout le monde parce que ça demande un courage énorme de vivre. Oui, je trouve ça intéressant comme réflexion et en même temps, tu vois, moi, j'avais pas connaissance du human design pendant des années et je me suis amenée à un alignement de mon design sans le savoir. Donc, j'ai aussi envie de casser avec l'élitisme dans le sens où pour moi, la personne qui s'aligne, qui est dans son cœur, qui s'aligne de plus en plus sur son âme, qui guérit, elle se réaligne avec son design sans le savoir. Et après, c'est une rencontre heureuse avec toi. J'ai aussi envie de porter cet espoir parce que sinon, ça veut dire que la moitié de l'humanité est foutue. J'ai pas envie de penser ça. Non, c'est pas ça, mais bon, moi, c'est mon truc, le human design, donc forcément, j'ai un discours un petit peu différent du tien. Je dis pas que les personnes qui connaissent pas le human design sont foutues, elles vont arriver par d'autres moyens, si tu veux. Même si elles ont pas ces prises de conscience qu'apporte le human design, elles vont... En fait, le human design, c'est un facilitateur. Ça va... Mais pas tout le monde n'arrivera au human design et certaines personnes, et d'ailleurs, il y en a plein, enfin, quand... avant de connaître le human design, je voyais les gens, ils étaient parfaitement épanouis, satisfaits, et moi j'étais là, dans ma grande quête de vérité intérieure, et j'étais la plus foutue, enfin la plus perdue. Et mais moi j'en avais besoin parce que à l'intérieur de mon schéma corporel, j'ai ce qu'on appelle ce canal-là qui est en demande de ce genre de choses, qui est passionné par tout ce qui est grand questionnement existentiel, l'univers, la mécanique universelle, etc. Comment les gens fonctionnent, les comportements de chacun, etc. Donc c'est vrai, le human design m'a beaucoup apporté de réponses et nourrit beaucoup mon mental. Je suis quelqu'un qui est très mental. Mais je sais que c'est pas le truc de tout le monde. Et ça, c'est OK. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas forcer quelqu'un à venir me voir pour faire une analyse. Parce que peut-être que c'est pas correct pour la personne. C'est pour ça que c'est important toujours d'attendre l'invitation. Et je dis, mais peut-être que c'est pas pour toi. Mais c'est OK. J'aime beaucoup ce que tu partages sur la manière dont ça t'a parlé toi et ça peut parler à des gens qui sont perdus. C'est des très beaux moyens de se comprendre. Mais aussi ça explique globalement et collectivement, parce que moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, le collectif et le macro en gros.
toutes les sources de jalousie, de compétitivité, de souffrance. On se compare constamment aux autres, alors qu'en fait, on peut pas. Et ça répond à une chose, le human design, c'est l'authenticité, en fait, qui est une de mes grandes valeurs business, parce que j'ai envie que chaque personne trouve son unicité, sa manière de s'exprimer. Et si ça peut aider et soutenir ça, c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter, c'est pour qu'on comprenne que l'authenticité, elle va être encore plus possible à s'incarner grâce au human design. Je ne peux pas traduire en est pour ça que j'ai raison. Pardon. Oui, d'ailleurs, mes clients, ceux qui viennent me voir, c'est vraiment des gens qui sont, enfin, mon audience, c'est vraiment des gens qui ont essayé beaucoup de choses, en fait, et qui n'ont pas trouvé encore une voie, qui n'ont pas trouvé le chemin, leur chemin intérieur, en fait. Si c'est des gens qui sont parfaitement épanouis, ils vont pas, oui, ça va être plutôt de la curiosité, mais moi, ça m'intéresse pas trop parce que j'aime voir des gens qui incarnent vraiment, qui expérimentent leur human design. Euh, donc, donc voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours se dire que le human design n'est pas pour tout le monde et que c'est ok, que moi j'ai pas forcé les gens à faire une analyse parce que je pense que ça peut les aider. Non, en fait, c'est vraiment comment eux ils perçoivent le truc. Voilà, on peut jamais savoir à la place des gens. J'ai arrêté de forcer les gens à venir me consulter pour des conseils et c'est pas maintenant en faisant du human design que ça va changer. Mais voilà, ça apporte des réponses à des gens qui tournent en rond depuis des années. Ça peut être un grand catalyseur. Est-ce que tu connais des célébrités qui illustrent bien leur design, un exemple qu'on connaîtrait qui est bien incarné dans son design? Euh, je j'ai pas tant étudié les célébrités que ça. Je sais qu'Alanis Morissette, elle est à fond dans le human design, mais je la connais pas plus que ça. Et en fait, j'aime pas trop étudier les personnalités publiques parce qu'on sait jamais comment elles sont vraiment dans leur intimité. C'est une image beaucoup qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, mais on sait pas vraiment comment enfin, est-ce qu'ils vivent leur design vraiment dans leur quotidien ou c'est juste une facette, tu vois. Donc je suis pas trop pour en fait. Oui, c'est intéressant. Moi, j'avais regardé une seule fois Robin Williams, qui est un 6-3 comme moi. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que c'est un acteur qui a une grande sensibilité et qui a toujours eu des rôles de martyr et qui est devenu un leader aussi, tu vois. Donc quand on m'avait dit ça, ça m'avait vraiment frappé et je m'étais dit, ce serait intéressant de regarder les célébrités qui ont réalisé leur design pour aussi se situer. Mais bref, c'était juste une réflexion comme ça. C'est Euh, vrai que les personnes les lignes 3 donc qui ont beaucoup souffert, euh, ce sont des gens qui développent une certaine sagesse quand ils évoluent enfin, au cours de leur vie et quand ils deviennent plus âgés. Ce sont des gens qui deviennent extrêmement sages. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, ton deuxième chiffre, du coup, c'est le 5, c'est ça? Oui, c'est le 5. Donc, le 5, on appelle ça l'hérétique, un human design, et ce sont des solutionneurs, si tu veux. Ce sont des gens qui sont là pour les autres. C'est une ligne qu'on appelle ça, qui est transpersonnelle. Ce sont un peu les rebelles. En fait, ce sont des gens qui vont dire, bon, ben, je vais t'aider parce que tu es un abruti, en fait. Voilà, c'est ça le 5. Et ils ont une certaine réputation à tenir. C'est des gens avec qui on peut pas trop rentrer en intimité parce qu'ils perdent leur pouvoir. Il y a beaucoup de projections sur la ligne 5. Ce sont des gens, beaucoup de personnes autour de moi fantasment sur le fait que je sois ci, que je sois ça, que je sois en capacité de résoudre leurs problèmes, etc. C'est un peu le sauveur, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est sur appel. Hein. C'est pas je vais te sauver, voilà, on va sauver notre couple, on va sauver ci, non. Il y a toujours une dualité finalement dans tous les aspects, tous les éléments du human design, il y a toujours une dualité et le 5, c'est vraiment le mauvais sauveur qui va forcer le truc pour sauver les gens ou alors le solutionneur qu'on appelle quand il y a un problème et ça peut être toutes sortes de choses. Hein. C'est par exemple le président de la République, mais on l'appelle parce qu'il y a parce que le pays, voilà,
financièrement ça va plus, donc on va l'amener au pouvoir pour résoudre un problème. Et puis une fois que le problème est résolu, on n'en entend plus parler. C'est très ingrat comme ligne, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, il a une certaine réputation à tenir. L'image est très importante pour lui, parce que sinon, ce sont des gens qui vont être brûlés sur le bûcher, si tu veux. C'est un peu l'archétype des sorcières à l'époque, très rebelle, très j'ai des solutions à travers la médecine, etc. Mais je ne veux pas, on ne veut pas en entendre parler. Voilà, c'est un peu ça. C'est très ingrat comme ligne, mais de toute façon, dans tous les profils, il y a ce que je te disais, un potentiel et une beauté qui est sous-jacente, à condition de vraiment incarner tous ces aspects-là, pour vraiment en ressortir le meilleur. Et on pourrait regarder aussi le potentiel du 1, du 2 et du 4. Alors le 1, c'est l'investigateur, c'est les gens qui sont extrêmement curieux, ils aiment apprendre, ils aiment investiguer toute la journée, ils font plein de formations toute leur vie, et en fait, ils se sentent pas légitimes tant qu'ils ont vraiment pas fait toute leur formation jusqu'à la fin. Ils ont beaucoup de peur en ce sens-là. Ce sont des gens qui passent voilà, d'un sentiment d'autorité, de légitimité, de crédibilité, de solidité à un sentiment de faiblesse. Ils se sentent pas à la hauteur. Donc ça, c'est le 1. Ils sont très intrusifs aussi, par exemple en couple, ils veulent tout savoir, ça les rassure. Après, on a le 2, c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est un petit peu l'associable. C'est des gens qui sont très timides, très introvertis, et en même temps qui sont extrêmement doués naturellement dans leur domaine. Ils ont ce naturel. Ils n'ont pas besoin d'apprendre des choses. Ils sont vraiment... il faut qu'ils découvrent leur talent au fur et à mesure de leur progression dans leur vie. Et en fait, ils s'ignorent eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leurs capacités. Donc, ce sont les autres qui révèlent les capacités d'une ligne 2. Par exemple, pour te donner un exemple, moi j'ai une porte 1 qui est une porte très créative en ligne 2. J'ai toujours peint, j'ai toujours fait plein de trucs manuels et je le fais naturellement sans apprendre. Enfin, je sais pas d'où ça sort en fait, c'est inné. Et moi, je m'en rendais pas compte, si tu veux. Et on m'a toujours dit, mais Camille, comment tu as appris ça? Où tu as appris ça? Comment tu fais ça? Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment la ligne 2, elle s'ignore elle-même. Et elle reçoit toujours l'appel de l'extérieur pour externaliser, si tu veux, ses talents, qu'elle va ensuite investir dans les bonnes opportunités. Donc après, on a la ligne 3, on en a parlé. La ligne 4, c'est le réseauteur. Ce sont des gens très fraternels. L'amitié compte beaucoup pour eux. Ils ont besoin vraiment de rentrer en intimité avec les gens avant de s'engager. Ils ont besoin d'alimenter leur réseau parce qu'ils ont beaucoup d'opportunités via leur réseau. Si tu as besoin d'un plombier un jour, bah, t'appelles une ligne 4 parce qu'elle a toujours un bon contact. C'est des gens qui ont beaucoup d'influence aussi sur leur réseau direct. La famille, les amis, c'est très important. Par contre, leur piège, par exemple, tu vois, moi, je m'entends pas trop avec les 4e lignes parce que la ligne 3, elle a besoin de couper des liens à un moment donné quand elle fait trop de conneries. Elle a besoin de briser des liens et de prendre un peu de distance parfois pour recommencer peut-être ailleurs avant de revenir pour tester la viabilité du lien, etc. Ce qui est pas en résonance du tout avec la 4e ligne. La 4e ligne est toujours va toujours t'appeler. Pourquoi tu m'appelles pas? Elle a toujours besoin de se rassurer sur d'entrer en contact en fait avec les gens. Et si une 4e ligne n'a pas conscience que tout le monde n'est pas une 4e ligne, eh ben elle peut devenir très piquante, très méchante. C'est aussi sa basse expression, si tu veux. Mais en général, voilà, ce sont des gens qui c'est très inflexible aussi une 4e ligne. Tu sais, c'est le 4 en numérologie. Le 4, c'est la base, quoi. C'est les fondations. Et après, on a la 5e ligne, donc l'hérétique, et on a la 6e ligne qui ferme un petit peu le bal. Et la 6e ligne, c'est vraiment l'exemple modèle.
Ce sont des gens qui passent par 3 phases de vie. Donc de 0 à 30 ans, ce sont des martyrs, des expérimentateurs. De 30 à 50 ans, ils vont se guérir de tout ce qu'ils ont vécu. Et après 50 ans, en fait, ce sont des gens qui se réintègrent dans le monde, dans le collectif, comme des exemples, si tu veux. En fonction de s'ils ont réussi à guérir ou pas, s'ils ont appris des leçons ou pas de leur précédente phase. Donc toute cette phase de 30 à 50 ans, où la sixième ligne va prendre du recul, beaucoup observer, et elle est aussi très observée en retour. Et il faut qu'elle en tire vraiment des leçons pour pouvoir les partager après 50 ans, où là, elle devient extrêmement sage, où elle incarne vraiment sa sixième ligne d'exemple modèle pour le monde. Ou alors tout l'inverse, c'est une sixième ligne qui tombe malade parce qu'elle n'a pas incarné son potentiel. Et du coup, ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables. Si tu veux, de 30 à 50 ans, c'est une phase dans laquelle ils sont protégés par la vie. C'est pas comme dans la première phase où ils vont beaucoup se heurter. Parce que ça va leur permettre de guérir et de comprendre plein de trucs. Mais après 50 ans, il n'y a plus cette protection-là. Et du coup, voilà, ils tombent un peu de leur toit. Et là, il faut vraiment qu'ils s'incarnent comme un exemple modèle. Alors, tu parles de leader. C'est pas vraiment... dans toutes les lignes, il y a un potentiel de leadership. Et vraiment, la sixième ligne, c'est vraiment être le leader de soi-même, tu vois, parce que dans la rue, tu le vois, hein, une vraie sixième ligne, c'est très charismatique, c'est très... comment dire, c'est soi-même en fait. Tu peux le voir. En fait, c'est le potentiel de l'être humain dans sa globalité. Il va fermer la marche de toutes les lignes. C'est vraiment le résultat là où on aspire à être en tant qu'être humain. C'est vraiment l'authenticité. Tu parles beaucoup d'authenticité. C'est ça le potentiel de la sixième ligne. Et on le voit, une vraie sixième ligne après 50 ans, c'est d'une beauté incroyable, si tu veux. Parce que ça ne demande rien à personne, ça ne force rien, c'est juste soi-même, authentique, incarné. Et tu le vois, il y a cette densité chez cette personne-là. J'ai beaucoup d'amis qui sont sixième ligne et qui sont assez âgés. Et, et ce sont des gens, je suis en admiration devant eux. Waouh, c'est hyper inspirant de clôturer cette conversation avec la puissance du 6 parce que c'est le titre du podcast Love and Legacy et la personne qui incarne pleinement sa legacy, pour moi, du coup, c'est un 6 en fin de cycle. Mais j'ai pas hâte d'être vieille. Je vais vivre pleinement le début de ma trentaine, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a encore du travail. Mais merci Camille, parce que de t'entendre tellement passionnée, tellement précise aussi, et je voulais vraiment qu'on prenne l'exemple de toi et moi comme étant concrètement des projecteurs. Qu'est-ce que c'est? Parce que le human design, ça peut être très abstrait, et tu rends ça très concret et très intelligent. Donc merci beaucoup pour ta générosité aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde va bénéficier de ce que tu as partagé. Et si vous avez senti l'envie de travailler avec Camille et d'analyser, moi c'est sur ma liste de Noël. Je vais me faire une session de 2 heures avec Camille qui va tout m'expliquer, tout m'analyser. N'hésitez pas à la contacter. Je vais mettre ton lien Instagram, ton site internet, comment on fait pour te retrouver. Merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Moi, à chaque fois, je répète un peu les mêmes choses à chaque fois, mais j'ai l'impression de le faire à chaque fois pour la première fois. Et c'est vraiment un outil qui a transformé ma vie en fait. Et que j'aime communiquer, partager à ceux qui vraiment ressentent l'appel. Merci infiniment Camille. Je vais te poser la question traditionnelle de fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me partager dans cet épisode avant qu'on clôture? C'est-à-dire personnellement? Comme tu veux, par rapport à cet épisode ou par rapport au podcast ou ce que tu veux. Ben moi, écoute, j'ai eu cette intuition quand j'ai vu ton compte. Je savais que tu étais une sixième ligne, ça c'est certain. Et parce qu'il y a voilà, il y a cette beauté, tu aspires à l'harmonie, tu vois, il y a cette espèce de d'aura
hyper lumineuse. Et donc voilà, j'ai très hâte de te rencontrer en vrai. Et je serai là à ce moment-là et je te suis sur les réseaux et j'adore vraiment ce que tu fais. Ouais, un grand merci Camille. Dès que j'arrive à Aix, on se boit un café, on passe du temps ensemble, ça c'est sûr. On s'est trouvés, on se quitte plus. Entre trois, on se comprend, on se rapproche. C'est ça, On a bien c'est ça. souffert sur plein de sujets de nos vies et je pense qu'on a plein de choses à se dire en privé. Et j'ai réalisé pendant la conversation avec toi que j'ai beaucoup d'amis projecteurs en fait et que C'est les gens ça parle. qui se comprennent entre eux. Quand on partage un type, un profil, il y a certaines résonances qui se créent naturellement, ouais. Alors j'encourage tout le monde à booker une session avec toi Camille vraiment parce que je pense que ça doit être très inspirant et après c'est pour la vie donc c'est vraiment un beau cadeau de faire cette session avec toi. Il faut un timing aussi pour le recevoir et une réceptivité j'entends. Exact. Merci Camille, je te souhaite une Merci à belle toi. semaine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.